Depuis la crise de l'immobilier de 2008, les professionnels de la promotion et de l'aménagement s'interrogent sur l'évolution à moyen terme de leur secteur d'activité. La quasi-absence des grands opérateurs parmi les équipes lauréates de Réinventer Paris les a encore davantage interpellés. De nouveaux acteurs commencent à émerger, j'en ai quelques-uns à mes côtés, avec des approches différentes, voire atypiques, mais qui séduisent tout à la fois les collectivités et les utilisateurs, que ce soit des acquéreurs ou des locataires, des particuliers ou des professionnels, et qu'il s'agisse de résidentiels ou de tertiaires. Il est rassurant, comme vous allez le constater par vous-même, de voir de jeunes professionnels, comme on dit, les jeunes architectes ont 40 ans, et ce qui fait qu'il y en a certains qui continuent à travailler à 90 ans, s'aventurer en dehors des sentiers rebattus du conformisme de leur métier, pour initier des pistes innovantes, visant entre autres à reconnecter le développement de nos villes aux attentes de la population, tout en promouvant la qualité architecturale et urbaine de nos cadres de vie. Ils ne cherchent pas à réinventer, comme c'est à la mode aujourd'hui, la promotion immobilière, ni la programmation urbaine, mais ils souhaitent la régénérer. Afin de mieux cerner tous ces changements en cours, nous avons donc invité 3 intervenants. Simon Lenné, qui est au centre, qui est le fondateur et directeur général de Plateau Urbain, Benjamin Delot, à ma droite, à l'extrême droite, pardon, enfin, je ne sais pas si, au bout de la table à droite, ça sera plus facile, qui est président fondateur de Abix, et puis Olivier Raffaelli, qui est le cofondateur des éditeurs urbains. Je vous rappelle juste rapidement la règle du jeu. Comme d'habitude, une demi-heure avec 10 minutes pour chacun des intervenants pour présenter ce qu'ils font et leur point de vue sur le sujet d'aujourd'hui. Et après, 3 quarts d'heure de débat que j'anime avec eux et 1 quart d'heure pour que vous puissiez leur poser des questions ou faire part de votre propre expérience. On va donc commencer par Simon Lenné, qui est donc le fondateur de Plateau Urbain. Vous êtes, je crois, urbaniste de formation. Voilà, et puis vous avez fait un passage comme analyste immobilier. Exactement. Plateau Urbain a été fondé en juillet 2013. C'était une association qui est devenue depuis une entreprise coopérative. Exactement. On oublie. Et qui propose de jouer le rôle d'interface entre propriétaires et porteurs de projets pour redonner vie à des immeubles vacants et soutenir des projets associatifs, entrepreneuriaux et culturels éphémères. Vous avez 10 minutes pour nous présenter votre activité. Alors, du coup, Plateau Urbain, on a débuté en 2013. On est parti d'une vision, en fait, c'était en fait de faire le lien entre 2 mondes qui s'ignoraient, des propriétaires immobiliers qui possèdent des biens vacants amenés à être détruits, restructurés ou réhabilités, et des porteurs de projets qui étaient exclus du marché classique, car en lancement de projet, donc qui peuvent être des jeunes entreprises, des associations ou des artistes. L'idée était de travailler en fait sur des immeubles qui pour nous étaient hors marché, donc c'est-à-dire travailler sur leur valeur d'usage et leur prix de gestion et non pas en fait la valeur locative qui leur était attribuée. On pensait que c'était hors marché. L'idée était donc de casser un peu les prix pour travailler sur l'accessibilité des espaces au plus grand nombre. Un deuxième aspect était de travailler sur des gouvernances partagées et sur une ouverture des projets, c'est-à-dire qu'on a fonctionné uniquement en appel à candidature via une plateforme web. Une autre partie importante de ce projet, c'est le levier numérique. On a dès le début utilisé Internet pour pouvoir faire les appels à candidature et travailler à développer une plateforme web, une sorte de Airbnb des occupations temporaires, qui nous permet en fait de fédérer les utilisateurs et de gérer nos appels à candidature.
Fin 2016, au niveau des actions, on a travaillé avec beaucoup de promoteurs, une dizaine de la place parisienne, avec des aménageurs et des collectivités. Notre plateforme recense plus de 2000 inscrits et 90 000 mètres carrés de demandes exprimées. Donc c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des personnes qui se trompent un peu, mais ça vous donne un peu une idée de notre capacité de remplissage de lieux. Pour donner un exemple, un espace qu'on a dans le 5e arrondissement qui s'appelle Les Petites Serres, dont Abix est un de nos occupants, a été rempli en 5 semaines pour à peu près 2500 mètres carrés d'appel à candidature, donc ce qui est relativement rapide pour de la commercialisation. Aujourd'hui, on travaille toujours à faire du conseil auprès des porteurs de projets, qui est effectué pro bono. Donc, c'est-à-dire si un collectif d'artistes a envie de déménager, on peut retravailler son modèle économique, on peut l'aider à trouver un propriétaire qui a besoin d'un lieu. Et on a en gestion et co-gestion plus de 12 000 mètres carrés donc depuis notre ouverture. Un des exemples les plus fondateurs et qui nous a fait le plus connaître, qui nous a permis de tester en fait toutes les théories qu'on avait. Donc les théories, c'était le fait que ce soit possible de remplir des espaces qui étaient un peu dégradés si on faisait du prix des charges, de travailler en programmation ouverte. Donc c'est-à-dire qu'on définissait pas ce qu'on voulait voir dans les bâtiments, mais ce qu'on ne voulait pas voir et ce qui réglementairement était impossible de faire. C'est le projet des grands voisins. Donc ce projet des grands voisins, il a débuté en 2014, en novembre 2014, avec une phase d'étude de novembre à avril 2015, et un lancement de projet en septembre 2015. En septembre 2015, quand il y a le nom des grands voisins qui est décidé, quand Yes We Camp commence à animer les espaces, il y a déjà une quarantaine de structures qui s'étaient installées sur le site. On avait travaillé avec Aurore pour faire venir des personnes. Donc on avait déjà un mini écosystème, à peu près 2500 mètres carrés, qui était déjà présent de personnes qui travaillaient sur le site. Le site est géré dans son ensemble par l'association Aurore et abrite plus de 600 personnes en difficulté, 250 qui sont dans un foyer géré par Coalia, donc c'est des travailleurs migrants, donc c'est des personnes avec des papiers mais qui ne trouvent pas de place dans le logement social, et 350 personnes en grande difficulté. Ça va du foyer de stabilisation pour des personnes qui ont passé 3 ans à la rue, en passant par un foyer d'urgence relié au 115, des colocations de jeunes mineurs migrants isolés. Et en fait, tout ce projet a pu donner une sorte d'énorme village solidaire qui représente à peu près 20 000 mètres carrés occupés. Le seul bâtiment qui n'est pas occupé, en dehors du rez-de-chaussée, c'est le bâtiment Le Long que vous pouvez voir sur la carte, où là, ça nous a permis de voir un peu les limites aussi du temporaire. Les toitures n'avaient pas été entretenues pendant longtemps, donc ça s'est bouché, ça a percolé le long de l'immeuble et ça a décollé des dalles amiantées, donc impossible de réutiliser les espaces sans de lourds investissements qui n'étaient pas du tout rentabilisables sur la durée de l'occupation temporaire. Donc on voit dans l'exemple des grands voisins que tout ce qui ne demandait pas énormément de travaux de remise en norme, parce que beaucoup de travaux ont été faits quand même, était utilisable et qu'il y a des limites en fait à l'occupation temporaire en fonction de l'état des bâtiments. Aujourd'hui, on a plus de 180 structures qui sont installées sur le site. Ça représente 1100 travailleurs au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, on a une énorme variété d'utilisateurs sur ce site. Ça va vraiment d'une chocolatière en passant par La Ruche, qui est un espace de coworking solidaire, en passant par les petits débrouillards, qui est une association de vulgarisation scientifique qui a plus de 25 ans. Donc on a essayé de vraiment diversifier les profils entre des très grosses associations et plein de petites structures. On a eu la chance de travailler avec le futur aménageur qui s'appelle Paris Batignolles Aménagement, avec qui on a réalisé une étude en fait, des parcours résidentiels des occupants des grands voisins. Donc on se rend compte aujourd'hui, on avait pas mal de théories, oui l'occupation temporaire permet de faire des tremplins immobiliers, on se rend compte que c'est vrai. Là on a 52% des structures qui souhaiteraient retourner dans l'occupation temporaire, mais qui sont plutôt des jeunes structures, et 48% qui souhaitent retourner dans le marché classique. Donc le rôle de tremplin a vraiment fonctionné. On n'a pas tout le monde qui souhaiterait rester au grand voisin ou dans une occupation temporaire. On a aussi 35% des structures qui sont créées pour venir au grand voisin, parce qu'on n'a pas accueilli, Plateau Urbain n'accueille pas de personnes physiques, il faut avoir soit un statut d'auto-entrepreneur, soit être inscrit à la Maison des Artistes, soit être une association. Donc il y a pas mal d'associations qui se sont créées pour pouvoir répondre. Donc on voit que l'occupation temporaire permet à la fois de créer des emplois et des structures juridiques, et aussi d'être un peu mon premier bureau pour des personnes, mon premier espace de travail, et de tester des projets. On voit que ce rôle de laboratoire, parce que finalement il y a plein d'activités qui ont été testées pour les personnes dans leur parcours résidentiel, permet aussi de savoir s'ils sont faits pour l'entrepreneuriat ou non.
On a par exemple une créatrice de chaussures qui a pris son atelier, qui en avait marre de travailler dans les grands groupes type Saint-Laurent parce que pas assez payé, pas assez de reconnaissance, qui au bout de 2 ans est revenue nous voir en nous disant en fait je vais retourner travailler dans ces groupes parce que maintenant que je suis chef d'entreprise, en fait je passe très peu de temps à la création, ça m'intéresse pas, je fais presque plus des chaussures, je fais que de la commercialisation, de la comptabilité, ça m'intéresse pas. Donc en fait on voit que le temporaire c'est un peu un moyen de tester les activités et en fait quand ça fonctionne pas de se faire moins mal en fait que si on était passé par le marché classique. Parce que finalement, l'investissement qui est mis dans le loyer, qui représente des gros investissements dans le marché classique, est beaucoup plus minime. Donc ça permet vraiment à des gens de savoir s'ils sont faits pour entreprendre, si leur démarche associative a un sens et va prendre, et de pouvoir tester. Donc c'est une sorte de permis de l'erreur de pouvoir faire du temporaire. On se permet de tester. Dans un contexte urbain qui est assez tendu, avec des charges foncières très élevées, il est difficile d'arriver devant des élus en disant on va faire une expérimentation, on verra bien si ça va marcher. C'est pas un discours qu'on peut présenter en tant qu'expert de la ville. Dans le cadre du temporaire, on peut se le permettre et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, donc, on a plus d'une dizaine d'occupations temporaires. Ça passe du Wonder, qui était un collectif en fait, qui était déjà présent à Saint-Ouen, où là, on a fonctionné, comme on vous l'a expliqué, en pro bono. Donc, on a refait leur modèle économique, leur appel à candidature, on leur a trouvé un bâtiment. Maintenant, c'est leur projet, ils vivent de leurs propres ailes, ils n'ont pas besoin de nous pour les aider. C'est un artist run Spence qui marche très bien. On a le Python, qui est un projet qui a été monté avec la RIVP et la mairie de Paris. C'est 1600 mètres carrés de bureaux dans un ancien hôtel d'activité, partagé avec la préfecture de police de Paris. Donc la mixité fonctionne très bien. Où là, on a testé un nouveau modèle de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a créé une association pour gérer le lieu. Donc tous les occupants sont membres de l'association, on a une AG mensuelle, et ils votent les budgets d'animation. Donc on est toujours dans une démarche expérimentale, on va tester tous les modèles auxquels on a pensé, toutes les théories, et faire des retours d'expérience sous forme d'études et d'analyses pour savoir si ce modèle de gouvernance fonctionne bien ou pas. On va avoir Spinoza, qui est assez intéressant. Ça, c'est un modèle qu'on a fait avec le groupe SOS, avec la filière de incubateurs, qui voulait tester en fait de créer un incubateur culturel, mais plus accessible. Ils se rendaient compte qu'en fait, avec Creatis, ils passaient à côté de certains projets culturels parce que les tarifs étaient trop élevés. Donc, en allant dans l'occupation temporaire, on leur a dit on travaille avec vous, mais c'est du prix des charges et vous proposez votre accompagnement en excubation. Donc, ils ont joué le jeu et du coup, on a un lieu où, au fur et à mesure, au bout de quelques mois, quand les projets prennent forme, les personnes suivent l'accompagnement. Donc on voit que le temporaire en termes d'immobilier peut être aussi adapté à l'incubation et toucher d'autres types de publics qui seraient exclus en fait des incubateurs parce que pas les bonnes écoles, pas assez d'argent ou pas les bonnes filières. Donc ça permet de révéler un peu des talents. On a les Petites Serres, c'est un hôtel particulier dans le 5e arrondissement qui est un bâtiment mixte. Donc on a une partie logement qui est occupée par l'association Aurore, donc a installé une colocation de personnes qui sont du coup proches en fait, qui ont déjà des emplois mais qui ne trouvent pas de place en HLM et une 35 structures dont Abix qui est présente. Donc dans la partie bureau, on a une partie plus usine où là on a beaucoup d'artisans et là on a fait quelque chose qu'on n'avait pas encore fait avant. C'est-à-dire que là on a fait de la péréquation entre la partie bureau qui du coup est à 15 € du mètre carré et des parties ateliers qui étaient dans des espaces un peu plus dégradés qui vont de 3 à 5 € du mètre carré. Donc on a des artistes qui ont pu prendre des énormes surfaces pour se faire des très gros ateliers vraiment de manière accessible. Donc on essaye de retravailler le modèle, c'est toujours du prix des charges mais on essaye aussi de faire varier le type de structure, d'avoir une start-up innovante qui a une plus grande capacité à payer et qui va être dans des bureaux et des jeunes artistes qui n'auraient jamais pu avoir un atelier dans le 5e arrondissement. On commence à faire des ouvertures au public dans ce lieu et des événements avec des marques qui viennent compléter le modèle, ce qui fait qu'on permet de tenir l'équilibre en fait, vu que la location de toute la partie logement à l'association Aurore n'est pas forcément d'un point de vue économique la chose qui permettait de plus de stabiliser l'opération. On a derniers exemples, on a Pauline Perplexe qui est un de nos plus vieux projets. Ça, il n'y a pas de petit projet, mais là c'est un pavillon en fait qui est en portage foncier par le syndicat d'action foncier du Val-de-Marne. Ça fait 3 ans qu'ils ont ouvert. C'est des artistes des Beaux-Arts de Lyon qui ont créé une association et qui occupent ce pavillon. Et pareil, là, nous, on les a aidés au début à mettre en place le modèle économique, à récupérer le bâtiment. Et maintenant, en fait, ils ont renégocié eux-mêmes avec le syndicat d'action foncier la prolongation de leur convention d'occupation précaire et l'occupation d'un 2e bâtiment. Donc on voit que notre logique, en fait, un peu de transmission de connaissances, de pédagogie, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que notre but, c'est pas de marketer tous les lieux qu'on va pouvoir ouvrir, mais vraiment d'être une sorte de boîte à outils, d'une plateforme à disposition des collectivités pour leur faire comprendre l'intérêt du temporaire, des privés pour les mêmes raisons, mais aussi des porteurs de projets. Donc pour les accompagner, pour aider à développer. Notre but, c'est vraiment résorber la vacance et de servir en fait la création, donc de transmettre au plus de nombre possible en fait le savoir-faire qu'on peut avoir.
et l'Open Back, qui est du coup une résidence d'artistes pluridisciplinaire entre entreprises, associations et artistes, fait 560 mètres carrés dans le 13e arrondissement. Donc ça, en fait, c'est toute notre partie projet, gestion. On a une deuxième facette qui est l'étude. Donc là, aujourd'hui, on est en finale dans divers groupements, dans 13 groupements sur Inventer la métropole du Grand Paris. On va avoir une étude sur la caserne Mélinette à Lentes, une étude sur le site Cosra à Amiens, une autre étude sur la définition de la stratégie métropolitaine de la ville d'Amiens et beaucoup de pistes en fait dans la métropole lilloise. Donc on est en train de travailler pour 2018 une extension à l'échelle nationale qui va se faire progressivement en s'appuyant à chaque fois sur les réseaux locaux. Donc l'idée c'est pas d'arriver en parisien avec le drapeau, mais d'identifier les associations qui avaient déjà envie de faire ça sur le territoire, de les accompagner et de leur transmettre à la fois la plateforme numérique qui sera adaptée à chaque territoire et les outils qu'on aura pu tester. Donc là, vous avez un petit résumé assez rapide des différents sites que je vous ai évoqués, avec quelques petits chiffres. Et du coup, là, c'est un peu les thématiques qui fédèrent un peu l'occupation temporaire, c'est de voir qu'en fait, il y a des espaces. Ça, c'est le parking en dessous des Petites Serres, quand il était en période d'aménagement, qui a été transformé en atelier d'artistes. Maintenant, c'est encore plus joli parce qu'ils ont fini les travaux. Donc, c'est révéler un peu les ressources cachées des bâtiments, toujours de manière légaliste, donc sécurité incendie, etc. L'idée, c'est pas de mettre les gens en risque, mais de révéler un peu les ressources cachées qu'il peut y avoir dans les bâtiments. Le fait de travailler ensemble, donc ça c'est, on organise en fait des apéros, des moments d'échange et on aide les gens à concevoir le projet, les espaces partagés, les animations. On commence à faire des rencontres interlieux pour que les gens puissent échanger sur leur expérience d'occupation temporaire. Nous on sélectionne les gens en fait sur leur volonté de participer à un projet collectif. Pas du tout sur leur business model, sur leur capacité à payer un loyer, vu que les loyers sont relativement abordables. On utilise un logiciel numérique qui nous permet de rentrer les loyers. On doit avoir 1 ou 2 impayés par mois qui se résolvent très simplement. Donc le fait que ce soit débité comme un abonnement téléphonique tous les mois, ça résout vraiment ces problèmes-là. Donc on peut se concentrer sur le projet et pas du tout sur, sur les aspects financiers qui sont inhérents à de la location. Donc ça rend vraiment très intéressant le montage de projet et ça permet de faire des animations qui sont ouvertes vers l'extérieur dans la cour des Petites Serres, de travailler au Python on est en quartier politique de la ville avec les équipes de développement local. On va avoir une trentaine d'élèves de 3e qui vont venir faire des stages chez les associations et les startups qui sont présents dans le lieu. Donc on essaye à chaque fois d'avoir une dimension territoriale, donc vraiment un mix sur la programmation entre entreprises, associations de quartier et artistes, et on pense que c'est ce saupoudrage et cette programmation ouverte qui fait la réussite de nos projets. Et le dernier, c'est l'ouverture, les grands voisins, lieux ouverts au public, avec une ouverture très réussie, orchestrée par Yes We Camp, qui accueille à peu près 2 à 3 000 visiteurs par semaine. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Pour revenir sur le modèle économique des grands voisins, la partie location d'activités et redevances, ça apporte à peu près 1,5 million d'euros par an. Donc ça, c'était notre partie du travail. L'hébergement d'urgence, c'est à peu près 1,5 million aussi. Et la partie événementielle qui finance les aménagements extérieurs et toute l'animation représente aussi à peu près 1,5 million. Donc on se retrouve quand même finalement dans le temporaire à l'échelle d'un quartier avec des budgets qui commencent à devenir assez sympathiques et conséquents, qui permettent de faire des choses. Et on voit maintenant que plus on va faire des choses assez grosses, plus on va se rapprocher de projets plutôt classiques en termes de financement. Et on se rend compte maintenant avec du recul que il n'y a pas vraiment de rupture en fait entre l'urbanisme temporaire, éphémère, transitoire et l'urbanisme pérenne. Finalement, on travaille sur des modes de gouvernance, sur de la programmation. On est un peu un laboratoire à ciel ouvert, donc dans les quêtes d'innovation que tout le monde suit en ce moment pour les groupements, pour réinventer tout. Finalement, on a un beau laboratoire. Et le fait d'assumer en fait l'expérimentation et l'aspect laboratoire dans ces périodes qui sont du coup définies permet d'avoir de formidables retours d'expérience et surtout d'avoir en fait de l'innovation à un instant T et pas projeté dans 4 ans. Donc ça permet vraiment de savoir ce qui marche tout de suite, d'avoir un retour d'expérience et de pourquoi pas l'intégrer derrière. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a eu pas mal d'impact, notamment sur les grands voisins, sur la programmation du quartier futur, avec un gros travail de l'aménageur avec qui on échange beaucoup, pour intégrer en fait cette expérience temporaire et s'en nourrir, que ce soit pour les usages ou les acteurs dans le quartier futur. Voilà, je vous remercie. Merci.
Nous allons passer au second intervenant, Benjamin Delot, qui, après avoir créé en 2003 à Bordeaux Nouvelle Fonction Urbaine, qui était une société d'urbanisme opérationnel, vous avez fondé Abix en fin 2015, donc c'est tout récent, sous statut de société commerciale par action simplifiée. Il s'agit en fait d'une plateforme digitale développée par la start-up Ville pour tous, qui est à la croisée de l'immobilier et du numérique, qui ambitionne de remettre l'habitant et les familles au cœur de la conception de leur logement, et qui lance depuis des projets pilotes pour révolutionner l'accès à la propriété. Vous êtes aujourd'hui 30 salariés, vous venez de lever 3,5 millions d'euros de capitaux. Je vous avais 10 minutes pour nous expliquer qui vous êtes. On est un peu à l'image de ce que Simon vient de décrire, un acteur qui n'a pas cherché à réinventer quoi que ce soit, mais qui trouve dans son action et dans son métier des brèches, des ouvertures qui sont créées par les possibilités du numérique, la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur n'importe quoi en un instant, et l'utilisation de technologies qui viennent là solutionner des problématiques qu'on a levées de notre expérience professionnelle. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'urbanisme opérationnel, donc de la programmation urbaine, de la programmation architecturale, du montage d'opérations, du développement d'opérations. Et dans le cadre de toutes nos opérations, c'est posé un problème réel et sérieux qu'on a identifié depuis longtemps et qu'on a commencé à identifier dans le cadre d'une étude urbaine qui s'appelait 50 000 logements autour des axes de transport en commun avec la métropole bordelaise, qui était la problématique du logement neuf, et de la capacité de ce logement neuf à accueillir de réels accédants et de réels occupants, et non pas à servir à la financiarisation d'un produit distribué comme un produit financier. Donc la question, elle s'est posée comme ça, et la problématique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, du fait d'une décorrélation complète du prix du logement et de la capacité des ménages d'acquisition, on se trouve avec un taux de pénétration du marché qui est absolument ridicule, puisque la totalité des opérateurs immobiliers ont livré en 2016 60 000 logements dans la production totale en accession à la propriété, quand on estime entre 4 et 5 millions le nombre de ménages solvables qui vivent en zone urbaine et dont le rêve premier est d'accéder à un logement, ou encore un autre exemple, Bordeaux Métropole, qui est une des métropoles les plus dynamiques de France en termes de production de logements, qui exclut plus de 85% de la population active de l'accession à la propriété dans les programmes immobiliers neufs. Donc ça, c'est ce constat-là. Ce constat-là, il se couple par la problématique de la standardisation, et c'est ce qui fait que le logement est toujours trop petit, trop loin, trop cher. Parce que ce qui intéresse un opérateur, c'est de dérisquer son opération et de pouvoir vendre en Pinel, quand c'était pas en Duflot, quand c'était pas en Robien, le logement. Et encore une fois, on est toujours dans des mécaniques dévertueuses qui écartent toujours plus le consommateur attendu du produit que l'on souhaite produire. 66% des ménages français pensent qu'accéder à la propriété est un enfer et qu'il est difficile de pouvoir le faire. Plus de 3 millions de ménages prêts à acheter, et une diminution du prix du logement de 15 à 20% qui pourrait resolvabiliser entre 200 et 300 000 ménages par an en France. C'est une problématique pour les acquéreurs, mais c'est aussi une problématique pour les promoteurs immobiliers. Et en fait, nous, on s'est toujours trouvé entre ces deux acteurs-là, puisque pour eux, concevoir le bon produit au bon endroit est toujours une problématique. C'est une problématique parce qu'on regarde ce qu'a fait le voisin et pas ce dont ont besoin les clients. C'est une problématique parce qu'on a une idée d'un produit qu'on va pouvoir rendre liquide et facilement distribuable au marché et qui ne correspond pas aux attentes de ce que les collectivités souhaiteraient pour de futurs habitants qu'elles souhaiteraient pouvoir voir s'implanter de façon pérenne sur ces territoires. Et qu'on se trouve effectivement aujourd'hui dans une impossibilité de satisfaire les besoins des gens, parce que produits financiers plus réglementation fait que le T3 de 58 mètres carrés avec un toilette de 6 mètres carrés qui répond à la réglementation accessibilité, et des chambres de 8 ou un salon de 14, il satisfait personne, et il donne envie à personne de venir accéder à la propriété, pour toujours une question de prix, une question de taille, mais aussi une question d'usage. La problématique évidemment de cette réconciliation nécessaire entre ceux qui développent des opérations immobilières et les collectivités qui, elles,
cherchent à tirer vers le haut, donc qui imposent un plan local d'habitat, qui aujourd'hui font des servitudes de taille de logement, des servitudes de typologie, pour essayer de tenir la programmation de ces opérations. Et donc l'ensemble de ces dysfonctionnements nous ont, dans un moment qu'on a attendu, parce qu'on a commencé à penser la solution d'inverser le processus de production en plaçant la demande en tête dès 2012, mais on n'avait pas les technologies et les usages digitaux qui nous permettent de le faire. Aujourd'hui, 96% des achats, quels qu'ils soient, commencent sur Internet, donc on peut dire que aller passer par le web pour se demander où est-ce qu'on peut habiter, c'est une question réelle et sérieuse. Aujourd'hui, les millennials arrivent, on a l'habitude de pouvoir personnaliser ses Nike en 3 clics sur le site de Nike. Il n'y a pas de raison qu'on soit obligé, pour le produit le plus important de sa vie ou sa voiture, on a la possibilité de choisir en cliquant la couleur de la couture du siège. Il n'y a pas de raison que pour son logement, on soit obligé d'aller se fourrer dans un T3 de 58 mètres carrés imposé par la financiarisation du produit d'un côté et la réglementation de l'autre. Donc il y a ce réel besoin et ce réel souhait de pouvoir personnaliser ces usages. Et puis l'économie de partage. Je pense que Simon en a fait une belle description qui se généralise complètement. 40% des utilisateurs ont déjà fait un achat groupé et il semble assez évident que vu le nombre que l'on est et la non-extensibilité des ressources, il va falloir à un moment donné qu'on puisse ensemble utiliser ce qu'on peut utiliser ensemble. Cela face à la généralisation de l'open data, à des moyens digitaux de big data, à des moyens digitaux et numériques d'incorporation du besoin comme le BIM, ou demain comme la capacité de se projeter au travers de la 3D et de la VR, nous a permis de faire naître Abix. Donc Abix, c'est une expérience inversée, c'est une marketplace de nouvelle génération. Vous connaissez la marketplace type Se Loger ou qui n'est que la modernisation du paru vendu. C'est un produit déterminé, défini, qui vient dans un endroit de rencontre. Alors avant, c'était le journal que vous avez dans la boîte aux lettres. Maintenant, c'est sur un site web. C'est un petit peu plus interactif, puisqu'on peut trier en fonction du prix, de la localisation, de la taille. Mais ça ne reste qu'une marketplace statique dans la mesure où vous trouvez un produit et si vous avez la chance qu'il vous plaise, vous pouvez entrer en relation, et ça passe par un coup de fil immédiatement, entrer en relation avec le vendeur et faire se rencontrer une offre et une demande. Abix, c'est une marketplace qu'on dit de deuxième génération, puisque c'est une marketplace qui est dynamique et qui permet de produire ensemble un produit qui répond à la capacité de production de celui qui l'émet et à la capacité et au souhait d'acquisition de celui qui le désire. Et en fait, on a, dans la dynamique de cette marketplace de nouvelle génération, créé un parcours utilisateur qui, depuis l'endroit où vous allez habiter, qui s'optimise dans le cadre d'une responsabilité sociétale, qui prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, culturels et les modes de vie, va vous permettre de trouver un endroit où habiter, sur lequel un aménageur, au travers des concours auxquels on participe. On est sur 22 dossiers en remise d'offre finale sur Inventons la métropole du Grand Paris. On a gagné dans Réinventer Paris et on est sur un certain nombre de concours d'aménagement, mais où aussi les opérateurs, les promoteurs vont pouvoir venir déposer des embryons d'opérations, donc des fonciers qui maîtrisent une capacité, une correspondance à un PLU, un volume capable, une écriture architecturale qui nous permet de déterminer un prix. Et en fait, on va faire résonner cette capacité de production non déterminée avec l'émission d'un souhait. Et donc, c'est la capacité d'auto-produire le programme de son futur logement dans une enveloppe budgétaire sécurisée, puisqu'avant de vous permettre d'auto-produire ce logement, on va vérifier une capacité financière de façon extrêmement simple et de façon digitale, bien sûr. Et comme ça, inverser complètement le système de prise de risque et de production en allant déposer des permis de construire qui sont conformes à des ventes réalisées et qui sont conformes aux souhaits de programme, de lieux de logement et de typologie de logement d'utilisateurs identifiés. Donc on a inversé le paradigme, on a changé l'ordre et le mode de production dans une dynamique digitale qui nous permet d'une part d'écraser très nettement les coûts de distribution, donc commercialisation, marketing, publicité, puisque nos clients sont eux-mêmes auto-commercialisateurs et que le marketing et la communication se font de façon groupée et synergique sur l'ensemble des projets grâce au web, qui nous permet, en plus de la demande détaillée et du besoin de chacun, de pouvoir redonner du pouvoir d'achat à tous. J'étais hier avec
la vice-présidente de Toulouse Métropole. On lance la plateforme au mois de juillet à Toulouse avec une dizaine d'opérations qui vont représenter un volume de 600 logements. Grosso modo, 50% de la capacité de ce qui s'est vendu en accession à la propriété dans les programmes neufs l'année dernière, avec une campagne de brand marketing assez importante. On va avoir 205 panneaux d'affichage et toutes les gares et tous les métros qui vont vanter les mérites d'Abix pour que les gens puissent venir exprimer leurs besoins, que grâce à l'algorithme de recommandation urbaine, on puisse les faire habiter au bon endroit, qu'ils puissent renoncer à un des 2 véhicules s'ils en avaient 2 pour se déplacer, qu'ils puissent se redonner du pouvoir d'achat, puisque une voiture, c'est une chambre. Une voiture, c'est environ 8 mètres carrés au prix moyen dans un logement. Mais aussi aller plus loin, puisqu'on aura localisé le logement de chacun à l'endroit le plus optimisé sur le territoire pour sa mobilité, réfléchir à la manière dont on peut, pour tous, fournir une flotte de véhicules partagés privés qui vont permettre de renoncer aux 40 places de parking pour 40 logements habituels et pouvoir réinvestir les 20 places économisées dans une salle de sport, un atelier de coworking, une piscine, un potager, un commerce qu'ils vont ensemble garder et qui va absorber les charges de copropriété de l'immeuble. Donc on a, au-delà de cette ressource et de cette capacité à récupérer du besoin qu'on intègre aujourd'hui de façon mécanique dans les projets avec les architectes, obtenu dans le cadre du concours national d'innovation. On a été lauréat la semaine dernière du concours national d'innovation de la BPI et obtenu un crédit qui va nous permettre de développer un modèle de BIM open source et des algorithmes génétiques qui incorporeront en direct dans la maquette BIM de l'immeuble l'expression du besoin des utilisateurs. Donc on est aujourd'hui, dans le cadre de cette marketplace ou plateforme de nouvelle génération, en train d'optimiser d'un point de vue technologique et de développer tous les éléments scalables du parcours de production de logements dans la promotion immobilière pour en arriver à une optimisation assez importante des opérations, puisque une opération traditionnelle, là c'est le point de départ, on signe un terrain, un opérateur signe un terrain, on gagne un concours, enfin peu importe, il y a une maîtrise foncière qui s'opère. En principe, on a 3 à 6 mois de période programmatique entre le promoteur, l'aménageur, l'architecte. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, quel volume, mais non, faites-moi des T5, mais non, mais moi je voudrais vendre des T2. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à réconcilier, qui finit toujours par un espèce de consensus mou, mais qui n'est pas, ou de compromis, mais qui n'est pas très productif. Nous, dès cette phase-là, on digitalise l'opération sur ce volume capable et on permet l'expression du besoin, ce qui nous permet un peu plus tard, mais en tout cas de venir ici, déposer une demande d'autorisation qui soit conforme aux besoins des utilisateurs et qui du coup a diminué l'exposition au risque commercial de l'opération par 2 et qui permet d'accélérer très nettement son développement. Grâce au big data, aux algorithmes et à cette expérience utilisateur, le bénéfice c'est une baisse des prix de 10 à 30% puisque coût de distribution diminué par 5, suppression du risque commercial et du risque financier, c'est la capacité de produire des espaces, des services partagés, la capacité de faire un logement personnalisé dans un cadre juridique et financier sécurisé puisqu'on utilise la vente en état futur d'achèvement et la loi de 67 qui est une des plus protectrices au monde du consommateur. Pour les opérateurs, c'est un risque commercial réduit, voire complètement supprimé. C'est des dépenses marketing que nous prenons en charge à risque sur le développement de l'opération. C'est une optimisation financière. On vient de réaliser pour Bouygues Immobilier une opération à Sartrouville dans le cadre du renouvellement de la Cité des Indes. Il prévoyait de faire 55 logements avec une vitesse de commercialisation de 3 à 4 logements par mois qui devait faire environ 54 mètres carrés moyens. En 3 mois, on a produit la vente, la programmation et la conception, avec les équipes évidemment de Bouygues Immobilier, de 41 logements dont la surface moyenne est passée à 67 mètres carrés et avec des expressions typologiques qu'on ne connaissait pas, des T2 de 68 mètres carrés pour un couple de retraités, des T4 de 105 mètres carrés, des T5 de 95. En tout cas, y compris une optimisation technique de l'opération parce que 41 au lieu de 55 logements, c'est moins de parking, moins de portes d'entrée, moins de cuisine, moins de gaines, moins de réseau et une optimisation ratio surface de plancher, surface habitable bien entendu. Et puis le couple prix réduit, capacité de personnalisation, donc un logement sur mesure et donc moins cher, permet de dynamiser le marché de façon assez extraordinaire. Cette opération, ça s'est fait en 3 mois, ils avaient prévu 20 mois de commercialisation. Donc c'est la tenue de la promesse.
Et puis pour les collectivités, c'est évidemment une qualité urbaine augmentée, puisque le produit devient désiré, le produit devient occupé de façon pérenne et durable par des habitants qui se projettent à long terme dans ces quartiers-là. C'est la capacité de connaître, grâce aux données qu'on récupère, ces futurs habitants, et donc de prévoir de l'aménagement urbain qui corresponde à leurs attentes. C'est des cartes scolaires plus stables, c'est des équipements publics mieux adressés, c'est de la participation citoyenne. Nos clients font projet pendant 30 mois, attendent leur logement, désirent leur logement, donc seront forcément impliqués dans la vie de leur quartier, et c'est de la participation publique, puisque les élus aujourd'hui participent à la mise en scène et à l'élaboration de tous nos projets. La suite, c'est effectivement cette personnalisation de masse, c'est au-delà du bâtiment le quartier, et dans le cadre d'études urbaines, le fait de pouvoir recenser les modes de vie, l'expression du besoin des habitants, c'est la manière d'extrapoler aussi les besoins d'équipements commerciaux, publics des futurs quartiers. C'est demain la production foncière par la demande, puisqu'on sera capable par statistiques prédictives d'anticiper l'arrivée d'expression de besoin sur certains territoires, donc de demander à des opérateurs de se mettre en capacité, ou à des collectivités en partenariat avec eux, de générer du foncier pour répondre à ces futurs besoins. Et puis c'est l'élargissement des services, puisqu'on travaille sur le logement qui est le centre de la vie, à partir duquel on peut imaginer des milliers de services et d'accompagnements qui, quand ils sont partagés, permettent d'augmenter sa qualité de vie et de mieux vivre chez soi, puisque notre devise, c'est bien chez soi, bien dans la vie. Voilà. Merci. Donc, troisième intervenant, troisième profil. Il s'agit d'Olivier Raffaelli, qui est architecte et qui a exercé 17 ans dans une agence, on va dire, franco-brésilienne, qui s'appelle Triptyque, et qui aujourd'hui vient de s'associer avec un certain nombre de confrères et de professionnels du secteur pour créer les éditeurs urbains, qui est un collectif souhaitant remettre l'intelligence et la qualité au cœur du projet global. Donc vous avez la parole pour nous expliquer quelle est votre spécificité et pourquoi existent les éditeurs urbains aujourd'hui. Très bien. Alors les éditeurs urbains est né d'un constat qui s'est fait d'abord au Brésil, enfin dans des pays émergents. C'est que pour la création d'une architecture de qualité, d'une architecture durable, d'un tissu urbain de grande qualité, il faut la création de nouveaux acteurs. Il faut la participation d'acteurs qui ont un ADN différent de ceux qui existent aujourd'hui sur le marché, qui ne viennent pas se substituer, mais qui viennent en apport, qui viennent s'additionner aux acteurs actuels. Donc c'est l'idée de la création de ce éditeur urbain. Rapidement, je vais décrire ce que nous sommes, parce que et après, je vais expliquer un peu notre ADN. Mais éditeurs urbains, ce sont donc des gens qui sont passionnés d'architecture, d'urbanisme, qui aujourd'hui recherchent une création de projets qui, dans la durée, ont une vraie qualité. C'est aussi un porteur de projets immobiliers remarquables, donc, qui ont une qualité particulière. Et enfin, c'est aussi un producteur d'immobilier pour les investisseurs qui recherchent une architecture différenciée. Donc, pour expliquer un petit peu la naissance des éditeurs urbains, il faut comprendre que dans le monde, nous avons été confrontés à différentes formes de production de la ville. Selon l'endroit, et selon le temps d'ailleurs, et selon l'époque, c'est la politique, ce sont les regulations qui créent la forme urbaine, ou alors la finance, comme à New York par exemple, qui crée la forme, ou la technique, l'invention de l'ascenseur, pour les banlieues américaines, du frigo par exemple. Donc chaque ville, chaque tissu urbain est créé par des forces qui sont présentes à un moment donné. Et on se rend compte aujourd'hui, notamment au Brésil, là où j'ai commencé à travailler, et dans le monde en général, que les villes émergentes sont soumises à une pression financière et technique très très forte, qui fait que l'architecture représente 0,001% de ce qui est construit. Et qu'en France, on est très protégé, parce que le pouvoir politique et le pouvoir public sont très,
très présent, mais que de manière générale, les constructions dans le monde entier sont des clonages, des copier-coller, des répétitions techniques de mêmes objets. Et que donc dans ce panorama mondial, nous, agence Triptyque à l'époque franco-brésilienne, pour pouvoir produire de l'architecture, pour pouvoir créer de l'architecture, on ne pouvait pas faire appel au public, qui est inexistant dans les pays émergents, qui n'ont pas d'action, n'ont pas de moyens d'action. Et de même manière, le privé, ou la promotion immobilière classique, elle n'avait pas d'intérêt ou pas de culture du tout, de volonté de promouvoir cette qualité. Donc cette nécessité de créer des outils, des porteurs de projets, qui sont, vous allez le voir ensuite avec un ADN particulier, nous ont permis, pour notre agence, de créer plusieurs projets qui ont été ensuite primés dans le monde entier et qui ont eu un effet, je dirais, d'entraînement dans un pays comme le Brésil. Donc voici quelques réalisations que nous avons autoproduites, c'est-à-dire que l'agence d'architecture est devenue promoteur, est devenue porteur de projets, a fait le montage et s'est associé ensuite avec des commercialisateurs, avec des promoteurs classiques. Mais voici des premiers projets qui commençaient à être des projets, je dirais, de petite taille et qui progressivement sont devenus des incubateurs, des bâtiments de plus grande importance et qui aujourd'hui représentent, ou des logements sur des grandes opérations, et qui aujourd'hui représentent, je dirais, 70% de notre production brésilienne, parce que finalement, on aime mieux servir que par soi-même, et que pour nous, architectes, devenir producteur, comme un réalisateur de cinéma devient producteur, c'est devenu une obligation, et c'est vrai pour nous et pour beaucoup d'architectes dans le monde entier, où il a fallu passer derrière la caméra. Ce qui nous a amené avec un consortium international brésilien, mené par des Brésiliens, mais animé aussi par des Chiliens, des Américains, des Italiens. On a créé un consortium, un groupement, qui, lui, a porté les projets au cœur de Réinventer Paris. Réinventer Paris, pour nous, ça a été une invitation extraordinaire. On a vu dans cette invitation de la mairie de Paris une invention majeure, disruptive, comme on dit, c'est-à-dire un appel à l'apparition de nouveaux acteurs. Et alors aujourd'hui, on a vu les vainqueurs, on s'est rendu compte que la mairie ne pouvait pas prendre des risques considérés, donc ce sont des nouveaux acteurs, même si ça vient du même monde et on reste sur les mêmes schémas de manière générale. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est une invitation à repenser cette manière de construire la ville. Et donc, on a construit un consortium qui a répondu sur 12 sites, qui a trouvé un funding international, et ce qui nous a permis de pousser très loin la réflexion sur l'innovation. On a été finaliste sur 2 sites, on n'a pas remporté, mais je crois qu'on était très loin dans la recherche d'innovation et de pousser très loin la réflexion sur ce que pourrait être la ville demain. On n'était peut-être pas très pratique sur la partie plus financière, mais je pense que c'était très essentiel de repenser la ville dans un cadre réel de propositions financières, de manifestations d'intérêt privé, à partir de groupements qui n'étaient pas issus de la finance, mais qui étaient associés à des gens de la finance. Et c'est, je crois, l'ADN de notre groupement et de ce qui nous a jusqu'à aujourd'hui mobilisés, c'était de créer un groupement où, contrairement à une vision, je dirais, traditionnelle des porteurs de projets dans le monde et aussi en France aujourd'hui, où la finance, je dirais, est en haut d'un triangle et décide de la forme. Quand je parle de forme, je pense au tissu urbain, dans sa qualité sociale, urbaine, architecturale. Donc la finance, je dirais, prime sur, et a une ascendance sur le projet, ce que j'appelle le projet et la technique. Et ça, c'est de manière générale, je dirais, ce qu'on peut rencontrer dans le monde entier. Dans d'autres pays, comme le Brésil, parfois la technique remplace la finance, c'est-à-dire que c'est pas les sociétés de promotion, de construction, de porteurs de projets viennent plutôt du chantier. En général, elles viennent soit du chantier, soit de la finance, mais on a toujours le projet dans la partie basse de cette organisation, de ce triptyque. Notre proposition, nous, c'est que la forme suit le projet et que le projet soit au centre même de la philosophie, de l'ADN du porteur de projet, justement, de l'action de construire la ville, et que la finance et la technique soient équilibrées autour, c'est-à-dire qu'elles viennent accompagner cette conception du projet.
pour le dire un peu simplement, aujourd'hui, lorsqu'on fait un projet d'architecture d'urbanisme, ce qui vient en amont lorsqu'on est sur un concours, bien, en gros, c'est le bilan de promotion, ce sont des considérations financières. Et nous, on considère qu'elles sont essentielles, que ces dimensions financières sont essentielles, mais elles doivent accompagner une sur le projet. Et ceci à tous les niveaux, que ce soit politique, mais aussi dans les motivations privées. Éditeur urbain, c'est important pour nous, puisque c'est une volonté d'éditer, c'est-à-dire de servir des architectes. Nous, on a fait travailler beaucoup d'architectes, comme à Pritzker, à Ravenna, au Palomens d'Arroche. C'est faire venir des gens et les suivre, les éditer. Donc nous, on est architectes, mais on travaille beaucoup avec d'autres architectes. Notre passion de l'architecture, elle nous pousse à rencontrer d'autres architectes, à les servir, et par notre culture du projet, à comprendre comment on peut en tirer le plus profit. Et notre intérêt, c'est dans un cadre, enfin dans un panorama immobilier où il y a des centaines et milliers d'opérations immobilières, notre volonté à nous, notre vocation, c'est de prendre quelques-uns de ces projets et de les éditer. Et de trouver donc des situations qui sont exceptionnelles, qui ont une capacité importante, qui permettent à une commune ou à un bailleur social à créer un projet prototypique, un projet innovant, disruptif, et dans la durée, encore une fois, pas dans le cadre forcément d'un concours, d'un appel à projet qui pousse à l'image, qui pousse à des projets immédiats, mais dans une durée, l'inscrire dans une durée. Donc notre vocation à nous, c'est de prendre quelques projets et d'en faire des vrais bijoux urbains et architecturaux. Pour terminer, pour peut-être mieux faire comprendre cette vision, une image peut-être un peu cliché, mais qui permet de bien saisir la manière dont on veut inverser ou faire glisser la qualité du porteur de projet. C'est, je dirais, un petit peu cette opposition qui est intéressante entre une culture, par exemple, de Windows, qui est sur la performance, une société extrêmement fantastique, avec une réussite qui est indéniable, qui t'oppose à une société, encore peut-être un peu cliché de ça, on va la prendre comme modèle, mais ça explique bien, je pense, notre volonté, d'Apple, qui est tournée vers le projet, la performance, et accompagnant, bien entendu, le projet, le design d'un objet ou sa qualité d'usage, sa qualité ergonomique, mais qui vient l'accompagner et qui n'est pas son ADN premier. C'est bien cette idée qui anime notre aventure. C'est pour cette raison que nous on parle d'un articulateur hybride. Les éditeurs urbains pour nous, c'est une société qui donc dans son ADN va organiser, et je pense que de plus en plus il y a un glissement, puisque les pouvoirs publics ont de moins en moins d'argent, notamment au niveau local, où donc on va avoir des énormes pans de l'aménagement qui vont être donnés à des sociétés privées. Donc on a besoin d'un rééquilibrage avec des sociétés qui ont un ADN différent et qui ne vient pas 100% de la finance ou de la construction, c'est-à-dire d'optimisation, mais des sociétés qui ont cette culture du projet et qui vont pouvoir articuler à la fois l'intérêt général du domaine public, à la fois les intérêts privés, des intérêts financiers du privé, qui sont indispensables à la construction d'une opération immobilière, et aussi le règne du civil, enfin l'apparence plus importante de la société civile, des intérêts particuliers qui viennent s'exprimer, et qu'il faut savoir articuler pour pouvoir donner naissance, pour qu'un projet puisse naître. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce que alors, si je résume bien ce que proposent les éditeurs urbains, c'est de faire en sorte que la finance et la technique deviennent les outils du projet, et non plus que le projet et la technique deviennent les outils de la finance. Oui, c'est exactement ça. Bon. Ouais, c'est une inversion, c'est un glissement. Voilà. Ouais, mais je pense qu'en fait, vous êtes tous dans un système où on retourne les hiérarchies et également la temporalité des différentes phases entre l'initiation et la production. Voilà. Non, sans le prendre autant par le biais de l'architecture, en fait, chez nous, Abix est né d'exactement la même aventure, hein, qui était celle de ce que j'ai appelé moi l'urbanisme opérationnel. C'est comment on se projette, alors plus
pas tant sur le volet architectural que Olivier a décrit, mais sur le volet des usages. Et moi, j'avais créé en 2003 de nouvelles fonctions urbaines, enfin éditeur urbain, nouvelles fonctions urbaines. On s'est d'ailleurs rencontrés dans cette dynamique-là en 2009-2010 au Brésil avec Olivier, et ça marche de mettre la technique et la finance au service du projet. Nous, c'était plus sur un volet de programmation urbaine et d'usage, mais qu'on a su faire fonctionner avec des centaines de milliers de mètres carrés qu'on a construits dans cette dynamique-là, et desquels on a effectivement incubé la question du logement, et d'où est né Abix. Mais c'est une démarche qui est tout à fait fonctionnelle et qui demande un peu plus d'énergie, mais qui fait de beaux résultats. Nous, je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose, en fait. C'est plus révéler le fait qu'il y avait un temps réglementaire qui n'était pas utilisé, et quelque chose d'assez simple, en fait, parce que l'urbanisme temporaire, ça existe depuis 50 ans. Mais il y a des cycles de confiance avec les propriétaires qui s'ouvrent et qui se ferment. Et on était dans un cycle où le cycle de confiance était brisé, parce qu'il y a des occupations qui s'étaient mal passées. Après, on peut être innovant et avoir inventé quelque chose dans la volonté de systématiser, en fait, l'occupation, et de la rendre un peu automatique et nécessaire. Et le fait d'être dans la génération un peu web et de pouvoir utiliser l'outil numérique, ce qui facilite grandement, en fait, à la fois de la communication autour des projets et le fait de faire venir des personnes dedans. Je pense effectivement qu'on n'invente pas grand-chose, si ce n'est que d'utiliser les tendances de consommation et les moyens techniques qui se mettent à notre disposition, hein, c'est sûr. Enfin, en même temps, il y a un côté assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ressent, et vous décidez quand même de les expérimenter et d'en tirer les conclusions en ayant des études, donc pouvoir dire, bon, cette idée, elle n'est pas si farfelue que ça, elle est rentable économiquement, elle génère et à la fois de l'emploi et à la fois du produit immobilier, donc c'est pas du tout anodin. Ah non, c'est pas anodin, mais c'est dans le concept, ça, en fait, ça... c'est voilà, dire qu'on est un des pionniers de ça, ce serait mentir, en fait, vu que on a fait une collaboration avec Souk Machine qui s'appelle Machine Urbaine, où on avait transformé, en fait, enfin surtout Souk Machine, transformé un gymnase, un ancien gymnase, salle de sport en exposition, dans lequel on pouvait rentrer. On a rencontré un monsieur qui avait 70 ans et qui nous expliquait qu'il avait fait l'occupation temporaire de l'hôpital de la Butte-Montmartre à la fin des années 60 et au début des années 70, qu'il y avait des SDF qui habitaient dedans, qu'il y avait des artistes et qu'il y avait des jeunes entreprises et des artisans. Donc en fait, je pense que le travail qu'on va avoir à faire sur la nouvelle génération, c'est surtout de la documentation, de l'analyse et de la transmission, en fait, de savoir-faire. Parce que finalement, on se retrouve que la programmation ouverte, bon, bah voilà, si on regarde un peu les travaux de Patrick Bouchamp, c'est mis en place depuis longtemps. Donc c'est peut-être d'arriver à mieux communiquer ce qui a déjà été fait, d'arriver à mieux transmettre les savoir-faire, pour pas inventer la roue à chaque fois et montrer que ça a déjà fonctionné, qu'on peut le refaire et du coup de s'améliorer. C'est-à-dire que nous, on va essayer de fonctionner de plus en plus en open source, distribuer des modèles économiques, travailler sur les conventions d'occupation précaire pour qu'elles protègent à la fois l'utilisateur et pas seulement le propriétaire, donc progresser tous ensemble sur les aspects juridiques et arriver à diffuser ça. Donc ça, peut-être que c'est un peu nouveau dans l'économie du partage et dans la volonté, en fait, d'arriver à avoir des outils communs pour plusieurs acteurs. Moi, il y a une petite question pour les éditeurs urbains, c'est savoir qui êtes-vous ? Alors, qui vous compose ? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Je peux donner les noms. Maxime Giraud, qui s'occupe de la partie financière. Clément Sion, qui est ingénieur. Jean-Baptiste Pietri, qui est architecte. Et moi-même. Et Sybille Cosnard, qui est urbaniste et AMO. Et moi-même. Donc, c'est vraiment des mondes différents qui viennent qui animent notre collectif et qui s'occupe aujourd'hui de la recherche justement de ces opportunités et du développement de celles-ci. Vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller voir très en amont les collectivités, les opérateurs. Comment vous... Je crois que c'est plus des opportunités qui apparaissent. Alors c'est vrai qu'il y a un travail important avec des industriels, par exemple au Brésil, sur le filière bois. Donc il y a une partie importante étranger, où on crée, je travaille sur la création d'opérations immobilières pour lancer la filière bois. Donc là, il faut des acteurs. Et puis sinon, en France, aujourd'hui, c'est de répondre et de retrouver dans le tissu urbain, je dirais périurbain, des pépites ou des opportunités qui permettent d'exprimer
des projets qui sont pour moi architecturaux, mais qui sont aussi sur les usages. Parce que je pense que l'architecture, les usages, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est très très présent. T'es architecte et tu parles projet, donc c'est les usages. C'est une des grandes qualités de l'architecture, c'est de recevoir des usages et de les organiser. Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'éclectisme et la diversité des groupements qui se forment, et ça révèle quelque chose d'extrêmement important que Simon note aussi, c'est que en fait, toutes ces nouvelles choses apparaissent par la capacité instantanée de collaborer, où qu'on soit, qui qu'on soit, et de pouvoir venir interagir en fonction de ce qu'on sait faire, de ce dont on a besoin, de ce qu'on peut apporter à un projet, grâce à des espèces de mixeurs géants qu'on est capable de développer aujourd'hui grâce aux technologies digitales et numériques, quoi. Je pense que c'est ça la vraie révolution et la vraie bascule qui est en train de se faire à l'aune des années 2020, c'est que je vois pas ce qui ne sera pas demain collaboratif, coproduit, copensé, co-usé et partageable. Parce que la ressource, elle est non extensible, que les terrains, ils sont non extensibles, que les constructions, on ne va pas couler du béton jusqu'à la fin des jours, que la ressource alimentaire, il va falloir laisser de la place, et qu'effectivement, ces données de base, hein, nous, enfin, on parle d'immobilier, c'est le plus vieux métier du monde, hein, depuis que l'homme est devenu Homo sapiens, qu'il a arrêté de errer pour faire de la cueillette. Il s'est dit, où est-ce que je vais habiter ? Donc, où est-ce que je vais habiter ? Où est-ce que je vais travailler ? Quel projet ? Quelle édition du projet ? Mais je pense que la vraie révolution, elle est dans cette capacité de mettre en place des outils dynamiques de coproduction et qui sont en fait des outils collaboratifs. Donc on a dépassé l'étape du coopératif qui a été un peu l'origine de tout ça dans les années 50-60 avec les utopies et les idéaux qui l'accompagnaient, pour passer à une étape participative qui restait quand même assez compliquée parce qu'on a d'autant plus ici que dans les pays nordiques, des caractères qui font qu'on a chacun besoin d'exprimer son goût à un moment donné et que ça peut desservir la collectivité. Alors aujourd'hui, des projets qui sont collaboratifs où en fait on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire des choses ensemble grâce à la participation et à l'intégration de l'expression du besoin de chacun. Oui, mais je crois qu'il y a un truc qui est important, c'est que d'ailleurs dans cette nouvelle définition du collaboratif, le projet et je pense que la direction va être aussi très importante parce que le collaboratif ou le participatif, ça peut être aussi, je dirais, un outil de disparition du projet, disparition de la qualité architecturale. Je pense qu'on va le voir, architecturale, urbaine, du tissu urbain. C'est-à-dire qu'il est très important aujourd'hui que ça ne devienne pas un outil d'anciens acteurs. Sans quoi on aurait encore plus de diffusion ou de perte, je dirais, de la recherche de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est presque un peu suranné, mais c'est essentiel parce qu'on a des nouvelles formes de commercialisation, on a des nouvelles formes d'usage qui viennent remplacer des anciennes formes, mais c'est pas forcément disruptif, c'est juste une modification, une évolution de la ville. Et ce qui est intéressant, ce que nous, on ressent, en tout cas dans la révolution urbaine que le monde entier est en train d'enfronter, c'est justement la possibilité de créer de nouveaux acteurs qui, eux, ont une préoccupation autre que celle de l'optimisation financière et qui viennent réellement créer avec un sens humain profond dans le projet, viennent mettre un sens humain profond dans le projet. Moi, on a imaginé à Bix avec des architectes, des urbanistes, tu sais combien l'expression d'un programme réel du besoin va générer une architecture de qualité. Évidemment, je te place au mode projet parce qu'architecte, mais enfin, l'expression réelle du besoin transmise à une maîtrise d'œuvre pour faire pour des vrais gens identifier le projet de leur vie attendu, désiré, va nécessairement produire un immobilier et des projets de bien plus grande qualité que l'intégration systémique du T2, du T3, tel qu'on a pu le décrire. Est-ce que vous trois, vous n'avez pas rajouté entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui était cette espèce de profil dichotomique du marché, tout simplement la maîtrise d'usage, qu'elle soit temporaire, éphémère ou qu'elle soit dans le durable?
Bah si, oui, je pense que c'est vraiment ça. L'aspect laboratoire, ça permet aussi vraiment de tester les usages et on va dire, d'informer le futur programme. Donc c'est un peu une sorte de bande-annonce de ce qui pourrait se passer. Donc ça veut dire que c'est pas forcément de la préfiguration à chaque fois. Ça peut être de l'activation et qui va venir nourrir en fait la programmation future. Sur le futur programme de Saint-Vincent-de-Paul, on est passé de 600 mètres carrés d'activité à plus de 6000 en fait, suite à l'occupation faite des grands voisins. Parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin dans le quartier, une nécessité et du coup des personnes pour animer des espaces d'activité. Donc là on voit vraiment que c'est par l'expérimentation et par la réalisation qu'on est venu influer finalement une décision qui avait été prise 3 ans avant sur l'orientation d'un quartier. Mais en termes d'innovation, je pense quand même il y a quelque chose qui a changé, c'est un peu l'appétence à une sorte d'innovation plus frugale qui correspond peut-être à cette volonté aussi d'occupation temporaire. Je suis pas sûr que tout le monde aurait eu envie il y a 10-15 ans de se dire là je travaille dans un bâtiment qui va être bientôt détruit. Donc c'est un peu route, mais en fait je suis en train de recycler un bâtiment, donc finalement je reconsomme pas des mètres carrés sur des terres agricoles, c'est intelligent et d'utiliser pas mal, on utilise énormément de réemploi avec des associations et des entreprises ou des grands groupes qui nous envoient du mobilier et ça nous permet de faire des économies substantielles vraiment très grandes. Donc les personnes viennent, payent une contribution aux charges, ont déjà leur table et leur chaise et ils savent qu'on a réemployé un immeuble et réemployé des matériaux. Et ça, je pense que le côté seconde main est devenu un peu à la mode, entre guillemets, le fait d'avoir une sorte d'intelligence dans notre consommation. Et ça, je pense que pour le coup, c'est un peu nouveau. Alors, j'avais l'impression que voilà, années 90, on était plus dans voilà, ce qui était beau, c'était d'avoir quelque chose au dernier cri, qui était à la pointe. Et je pense qu'il y a une partie de la population, pas tous, qui s'écartent un peu de ça. Ça se ressent aussi même dans les conceptions neuves architecturales, dans la recherche d'optimisation des programmes et de la manière dont du coup ABX peut fonctionner aussi. C'est cette volonté voilà, de mieux consommer, mais mieux consommer à la fois les ressources financières, les terrains et la manière de consommer la ville et de lui permettre de se reconstruire sur elle-même de manière plus intelligente. Parce qu'en fait, vous ne vous substituez à aucun des opérateurs traditionnels. Vous venez simplement occuper des interstices et créer des traits d'union. Je ne sais pas si c'est des interstices, mais 90 000 Enfin, mètres carrés, sont... 90 Non, 000 mais... mètres carrés de demande d'usage urbain pour plateau urbain et je ne sais pas combien de centaines de milliers de mètres carrés disponibles d'espaces non occupés, non exploités sur le territoire. C'est de l'entrepreneuriat, de la satisfaction personnelle, de la réussite professionnelle, de l'épanouissement. Enfin, c'est des valeurs liées à la vie. Ce que je voulais dire, c'était ce qui est assez étonnant, c'est que si vous voulez, chez les opérateurs, on n'a pas tendance à se dire on va faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'au contraire, ils trouvent que ce que vous faites, ça les sert. Ça leur permet d'évoluer, de faire évoluer leurs outils de production et ils préfèrent continuer à travailler avec des gens qui sont plus comme vous, qui sont devenus un peu des experts et qui sont capables de faire de l'expérimentiel et d'en tirer les avantages sans chercher à vous remplacer. Oui, parce qu'effectivement, ces interstices qui en fait ouvrent des pans entiers de marché, hein, mais on connaît bien Novaxia qui est le propriétaire de cet immeuble dans lequel on est, au 7 rue Lacépède. Il y a un recours sur un permis de construire, ça va durer 3 ans. Est-ce qu'il laisse l'immeuble vide ou est-ce qu'il le donne pour le prix de l'entretien de la chaudière et du paiement de la taxe foncière à des gens qui vont permettre, nous, d'avoir embauché 40 personnes dans cet endroit-là et de traiter certaines de leurs opérations immobilières où Bouygues Immobilier se demande est-ce que je vais passer 20 semaines dans une opération de 2000 logements à commercialiser les 55 premiers ou m'ouvrir la capacité d'un nouveau marché que je ne serais pas allé explorer sinon. Enfin, 60 000 logements pour notre part vendus en accession à la propriété en 2016, quand il y a à minima 3 millions de ménages qui sont tous les jours en train de se dire où est-ce qu'on pourrait acheter, où est-ce qu'on pourrait habiter. Donc c'est pas, on va rien leur prendre, on ne fait qu'amener. Et effectivement, du coup, on s'entend bien. Je pense du côté de plateau urbain, il y a un travail vraiment sur les valeurs locatives. C'est avoir travaillé aussi en expertise immobilière
et voir la difficulté des fois qu'on peut avoir à définir la valeur locative d'un bien quand on a 3 références de transactions sur les 8 dernières années et qu'on va définir que tel nouveau type de bien va valoir tant. Un cas qui est assez concret, c'est c'est de la grande période d'expertise des locaux de la Poste qui a eu lieu à l'échelle nationale, donc qui a fait travailler beaucoup de cabinets d'expertise, où il fallait arriver à définir quelle était la valeur locative d'une ancienne agence postale dans un bourg. C'était quand même extrêmement compliqué, donc de savoir la définir et d'arriver à se dire qu'au bout d'un moment, il y a la valeur du terrain, mais sinon il n'y a plus de valeur locative réelle, mais une valeur d'usage à redéfinir. C'est un peu un bouleversement. On aimerait arriver à, s'il y a quelque chose réglementairement qu'on aimerait apporter avec Plateau Urbain, c'est qui est du coup dans l'évaluation des bâtiments, qui est dans un rapport d'expertise à la fois valeur locative, le cash flow qui permet de savoir combien ça vaut, mais aussi rajouter un paragraphe sur une valeur d'usage des bâtiments dans le cas où on est en absence de tant de références de transactions sur un site. Parce que je pense que ça bloque pas mal. Et on est arrivé à la fin où ils commençaient à vendre aux enchères des centres postaux, parce que finalement, il n'y a plus de valeur. Donc c'est ces moments où on arrive en bout de course de valeur, où je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus. Et il y a surtout sur les livraisons aussi d'opérations neuves, quand on arrive dans des situations un peu ubuesques où finalement les pieds d'immeubles qui sont censés être actifs ou activer le site restent vides pendant 3-4 ans avec des parpaings, parce que la commercialité des commerces n'est pas celle des logements, les logements sont vendus et pas les commerces, on se retrouve avec un quartier qui peine à démarrer et on pourrait travailler en fait sur une progressivité de loyer, se permettre d'avoir 3 ans où on fait venir des acteurs pour qu'il y ait de la vie et ça permettrait finalement d'accrocher la fameuse locomotive commerciale qu'on attend et qui va lancer la commercialité des sites. Donc je pense que la vacance c'est un créneau qui était temporaire avant la démolition, qui est aussi en fait toutes les dents creuses, on va dire, de commercialisation qui amènent de la vacance sur lesquelles il faut retravailler. Et on a ces outils qui sont numériques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Et je pense que c'est en réduisant ces temps de publication, si on avait dû distribuer des prospectus pour remplir les grands voisins, je pense qu'on s'en serait pas trop sorti. Ou par courrier, je pense que ça aurait été un peu compliqué, ou juste bouche à oreille. Donc là, je pense que sur tous ces interstices, il y a un travail à faire pour raccourcir les vacances, être plus intelligent dans l'utilisation des mètres carrés. Oui, et puis créer la dynamique forte grâce au digital. Nous, à Bix, en 6 mois, c'est plus d'une centaine d'opérations identifiées qui vont entrer en production sur la plateforme, et donc une capacité de production de plus de 5000 logements. C'est une vitesse de développement, une traction de marché assez nouvelle qui n'existait pas jusque-là. Aucun opérateur, promoteur immobilier, aussi grand soit-il, développe à telle vitesse. Mais en fait, on est la réconciliation du marché global. Donc c'est comme ça que cette traction se crée. Donc c'est effectivement des dynamiques nouvelles et assez inconnues qui se créent. Ouais. Comme on a pu le voir lors d'une précédente table ronde sur Réinventer Paris, il y avait tout le monde se félicitait de la dynamique et du process de renouvellement qui en était né, mais également critiquer le portage financier de ces opérations qui finalement ont provoqué des faillites de certaines agences, par exemple. La question qu'on vous pose tout de suite, qu'on veut vous poser, c'est comment vous financez et de quoi vous vivez? Nous, on se finance et on se développe en mode start-up. On a effectivement à ce jour levé 3,5 millions d'euros. On est en train d'émettre une série A, c'est ce qui s'appelle la première série un peu institutionnelle, qui se clôturera au mois de juillet pour 10 millions d'euros supplémentaires et qui nous permet en fait d'amorcer une pompe, puisque nous on a un business model qui est de prendre à risque toute la conception, la programmation et la vente de cette opération jusqu'à la vente finale aux acquéreurs. Donc on a une période de portage d'opération qui dure 12 à 18 mois suivant le temps de développement de l'opération. Sauf que ça y est, on a les premiers chantiers qui démarrent là au mois de septembre. Donc on a les premiers revenus qui arrivent, qui vont nous permettre de se rendre autonomes dans un partenariat assez simple, dans un modèle économique assez simple qui consiste à générer avec les architectes en accompagnement des opérateurs un permis de construire assorti des contrats de réservation pour 4% du prix des logements vendus, quand hier des commercialisateurs qui n'allaient juste que vendre un produit prenaient 7, 8, 10, 12 suivant les territoires et faisaient pas grand chose de plus.
Et pour ce qui est des faillites d'agences d'architecture, nous on les défend beaucoup, puisqu'on leur demande un travail supplémentaire qui n'est pas que de l'intégration mécanique de produits standardisés, mais qui est d'avoir la sensibilité et d'être capable d'exprimer ce programme dans leur architecture. Donc on impose aux opérateurs des taux d'honoraires en contrat de maîtrise d'œuvre complet, avec des honoraires supérieurs à 8% imposés, sinon il n'y a pas de programme ABIX avec eux. Pour Plateau Urbain, Nous, on a eu 2 modèles économiques. Le premier, c'était un modèle économique associatif. Donc, en fait, on demandait aux propriétaires avec qui on travaillait d'adhérer à l'association Plateau Urbain. Donc, ça nous a permis d'avoir pas mal de soutien. Donc, c'était vraiment la période de lancement. Le bon soutien qu'on a eu, c'était Pôle emploi aussi pendant 2 ans, qui est un très bon business angel pour pas mal de personnes de Plateau Urbain pour se lancer. Là, on a fini notre transformation en société coopérative. Donc, on va avoir un collège qui va permettre de faire rentrer des financeurs ou des entreprises qui souhaitent nous soutenir, voire d'émettre des titres participatifs à un moment. Et sinon, on se rémunère en fait au temps passé de l'opération sur le montage. Et après, on peut avoir des apports de trésorerie qui ne vont pas reconstituer des revenus quand on a des sites en gestion, ce qui nous permet d'avoir un peu de cash flow pour pouvoir lancer des choses. L'idée étant d'avoir un peu plus de sites en gestion pour pouvoir alimenter un peu la pompe, parce que même si on essaie de jouer un peu sur des décalages de trésorerie entre les gens qui rentrent et les paiements qu'on a aux propriétaires, on va avoir besoin d'avoir un peu de fonds pour pouvoir lancer des projets et des projets un peu plus ambitieux. Parce que là, on travaille notamment sur un très gros projet à Antony qui fait 22 000 m² de plateforme logistique qui s'adresse aux acteurs du réemploi en Ile-de-France. Donc, ce sera une plateforme mutualisée qui va logiquement durer 4-5 ans. Donc là, on a un besoin de trésorerie d'à peu près 200 000 € pour pouvoir lancer le projet. Donc on commence à s'attaquer à des choses où on va avoir besoin d'avoir du financement. Même si les projets sont à l'équilibre, faut qu'on passe une nouvelle étape. Mais désormais, s'il y a des personnes qui sont aussi intéressées dans la salle, on est en recherche de soutien financier. Je crois que c'était une table ronde sur les mécénats. On est très intéressés pour pouvoir continuer ce développement. Voilà. et pour Éditeur Urbain. Alors aujourd'hui, on travaille avec des honoraires, on accompagne des grosses structures, donc on accompagne ces structures. Donc aujourd'hui, on est rémunéré aux honoraires, ce qui nous permet de fonctionner et de travailler. D'accord. Est-ce que, alors, vous êtes en même temps un peu sectorisé, c'est-à-dire vous êtes plutôt sur le résidentiel, vous plutôt, on va dire, sur le tertiaire et l'activité. Bon, là, on a une forte connotation à la fois urbaine et architecturale, bon, plus généraliste. Est-ce que vous envisagez vous êtes posé des questions de savoir si vous n'alliez pas aller sur d'autres secteurs, c'est-à-dire vous passez sur le tertiaire, vous passez sur le résidentiel. Il y a un peu de résidentiel temporaire au Grand Voisin, par exemple. Mais est-ce que ça fait partie des pistes de développement ou vous souhaitez creuser le sillon que vous avez tracé pour l'instant ? Sur le résidentiel, on a un partenaire un peu de choix et de cœur qui est l'association Aura et tout partenaire de l'hébergement d'urgence. Donc en fait, ça nous permet philosophiquement de ne pas se poser la question. Comme on vous a dit qu'on n'était pas incubateur sur les entreprises, on se pose même la question des fois d'aller jusqu'au tirage au sort en fait pour choisir les occupants. Sur le résidentiel, on ne se pose pas vraiment la question. En fait, on va contacter une association d'hébergement d'urgence et ça permettra de répondre à un besoin qui est là. Il faut cette année encore 2000 places supplémentaires pour loger les sans domicile fixe. Donc je pense que c'est une assez bonne cause en fait qui nous permet de ne pas se dire testons une auberge de jeunesse ou des choses comme ça. On pense que il y a un combat qui est un peu là-dessus, qui est un peu politique et qui me semble important. Et la démonstration des grands voisins sur la capacité à travailler sur l'acceptabilité de l'hébergement social dans un contexte urbain bourgeois. Je pense c'est une preuve de concept qui est assez forte. Même dans le 5e arrondissement, avoir des jeunes en difficulté qui habitent dans un hôtel particulier, c'est une autre preuve de concept. Donc c'est aussi un message qu'on essaye de transmettre aux communes, aux collectivités, c'est de ne pas avoir peur en fait de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement très social, parce que dans un contexte de mixité en fait programmatique, pas juste posé là, c'est des supports d'insertion.
Et le frottement entre l'innovation et l'insertion, ça va permettre de créer des vraies filières métiers intelligentes où les personnes pourront apprendre un métier pendant 2 ans et un métier d'avenir qui leur permettront de vraiment retrouver une place dans la société. Donc ça, si on a un développement résidentiel, il sera fait vers cette voie-là. Même s'il y a des thématiques qui pourraient être drôles, type résidence étudiante temporaire, pourquoi pas, mais dans un contexte urbain particulier. Par exemple, si la ville d'Orsay ne sait pas quoi faire de son université au bas du plateau, pourquoi pas faire ça, quoi. Nous, on accompagne l'usage, et l'usage, il inclut évidemment la question du bureau, du développement économique. Ceci dit, vu le taux d'impact, c'est le taux de pénétration de marché de la question du logement aujourd'hui, on va rester assez focus dessus. Et ce qu'on crée, c'est qu'on crée des ponts et des passerelles avec d'autres acteurs comme bureauslocaux.com, comme Upstairs pour la décoration, ou comme des partenaires industriels pour les services qu'on peut apporter en termes de mobilité, en termes d'énergie, en termes d'usage, en termes d'objets connectés. Nous, on va rester parce que la problématique est vraie chez nous, mais elle est vraie ailleurs aussi, dans d'autres pays. Et on a déjà quelques contacts pour développer ce modèle de production à l'étranger, à l'international. Donc nous, on va rester concentré sur la question du logement et tout ce qui peut l'entourer. En tout cas, moi, juste pour dire qu'au Brésil, vu la crise que le Brésil traverse aujourd'hui, je pense que cette activité qu'aujourd'hui tu développes au Brésil a un sens extraordinaire parce que tout est vide, plus rien ne se vend et les espaces sont... Je pense que ça serait un bon endroit pour poser son sac. Il y a un voyage de Business France, Simon, au mois d'octobre, auquel on est invité, mais auquel tu pourrais participer à São Paulo avec la French Tech et toutes les innovations françaises qui pourraient s'exporter au Brésil avec un certain nombre d'acteurs locaux. Tu peux aller voir. Et toi, au Brésil, tu es en train de regarder pour... Nous, on va aller voir ce qui se passe au Brésil. Ouais. Ouais, ça oui, il faut changer de l'espèce de standardisation qui illustre ta présentation. Ouais. Ouais, qui nous a forcé à créer... Exactement. Donc on a les mêmes raisons, en fait. J'aimerais bien avoir votre opinion sur cette nouvelle forme d'appel d'offres urbain qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt, où finalement on voit d'énormes équipes pluridisciplinaires qui se mettent en œuvre et qui se mettent en concurrence les unes les autres. On a un peu l'impression que les collectivités se défaussent de leur responsabilité d'urbanistes en chef de leur ville. Est-ce qu'elles se défaussent de leur responsabilité d'urbaniste en chef de leur ville, ou est-ce qu'elles changent un système dans lequel un certain copinage faisait que de gré à gré se traitaient des opérations de façon non exemplaire? Il y a la compétition, il y a la création, il y a l'inventivité qui sont mises en concurrence. Et enfin, il faut voir quand même les résultats et ce qui est proposé. Entre un avant et un après Réinventer Paris, et un avant et un après, on verra au mois de septembre, Inventons la métropole. Enfin, je pense que ça mobilise des énergies et que ça crée des dynamiques de projets que les collectivités avaient du mal à promouvoir de façon massive avant ça. Enfin, oui, je pense que se défaussent. Ils n'ont pas le choix, peut-être aussi. Ils n'ont pas les moyens. Et puis il faut innover, il faut avancer. Je pense que c'est un mouvement qui est intéressant. La seule chose moi que je regrette, et je pense qu'il est important, et c'est aussi notre ADN, c'est que cet aspect de compétition compétitif n'est pas du tout propice à la création de la ville, du tissu urbain. Car le tissu urbain, c'est la complexité. Et si on ne crée pas un certain calme, une certaine durée, eh bien, on arrive à des images ou à des projets qui n'ont pas de profondeur. Donc ça, c'est le risque, je dirais, de ces nouveaux appels à projets. Mais je pense qu'ils vont évoluer. Et l'idée, c'est aussi de créer des structures qui peuvent accompagner les collectivités à créer de manière complexe des projets, et pas forcément en interne, comme ça se fait par copinage, mais avec des structures qui viennent articuler différents pouvoirs, qu'ils soient publics, civils, privés, et d'arriver à créer des nouvelles synergies.
Ouais, c'est nouveau, sûrement que ça va un peu vite et que ça s'améliorera. C'est vrai que c'est un peu le concours d'image aujourd'hui. Et le programme, il n'a pas beaucoup de fond, quoi. On voit la moitié des opérateurs, ils se jettent sur n'importe quelle start-up, ils alignent c'est le concours du nombre de start-up qui forment l'équipe, sans être certain et même sans avoir vérifié. Donc il n'y a même pas de certitude qu'il y a une réelle compatibilité, une réelle synergie, une réelle symbiose possible entre les usages qu'on essaie d'aligner, d'assembler dans ces projets-là. Donc Olivier a raison, ça manque un peu de réflexion au fond et de programmation urbaine. Ça va extrêmement vite, on met à disposition un site et en 6 mois, il faut avoir réinventé la ville sur cet endroit-là sans qu'on ait eu le temps d'aller chercher les réels utilisateurs de ces projets-là. C'est pour ça que nous on pense, et c'est pour ça qu'on est 22 fois en remise d'offre finale sur Inventons la métropole, c'est que nous on dit on va mettre en place un outil qui permettra la génération de ce programme et d'expression du besoin qui permettra la création de... Donc c'est plus un outil finalement, une méthode qu'il faut penser dans le cadre de ces appels à projets et qui peut s'étendre à Simon, il y est 15 fois. Si 15 fois il y a des incubateurs urbains et des tiers-lieux d'usage qui permettent une réelle mixité sociale au sein des quartiers, ça sera 15 projets réussis. Ouais. Finalement, on a à peu près la même réponse, vu que nous on propose à chaque fois une méthode par la programmation ouverte et pas un projet clairement acté. Parce que si ça doit être fait avec les citoyens, avec le territoire, en 3 mois, c'est un peu compliqué d'aller chercher des personnes. Et il y a aussi la volonté de ne pas vendre du rêve à des acteurs pendant des périodes de concours qui ont vraiment besoin de surface. Après, ce qui est un peu compliqué de mon côté, c'est que j'étais analyste immobilier et après j'ai découvert, on va dire, les concours par Réinventer Paris, où j'étais freelance urbaniste et chef de projet pour le concours de la bûcherie avec Creative Valley. Donc finalement, j'ai un peu fait mes armes là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est je pense, encore la rencontre entre différents acteurs. C'est le fait d'avoir autour de la table et urbanistes, et architectes, et promoteurs, plus des startups. Et finalement, je pense que c'est assez productif. Ça va dépendre après des groupements, des personnes et des manières de travailler. Mais je trouve pour le coup, en avoir vu beaucoup de types de groupements, je trouve que c'est assez intelligent. Ça a une mode de conception qui est un peu différente, qui est assez rapide, foisonnante, et des capacités de synthèse, je trouve aussi des groupements qui est sympathique. Après, ça demande, je pense, côté profession plus classique, urbaniste et architecte, de savoir discuter aussi avec le promoteur pour savoir se faire rémunérer. Donc, ce qui exclut peut-être des fois des agences qui auraient pu répondre en risque par rapport à d'autres qui vont être rémunérés pour le faire. Donc il y a peut-être un danger là-dessus pour l'instant, finalement, il n'y a pas eu de groupement associatif qui a remporté quelque chose. Il n'y a pas eu de jeunes agences pas soutenues qui allaient, parce qu'on est rattrapé par la réalité qui est finalement une vente de foncier derrière. Même s'il y a un projet devant, reste quand même une offre financière qui fait aussi une partie de la réponse. Pas que, parce que quand on voit dans tous les projets qui ont été sélectionnés, il n'y a pas que ça. Mais finalement, la capacité à pouvoir payer, c'est un peu remettre aussi l'aspect financier en face de la profession d'urbaniste et en face de la profession d'architecte, de manière peut-être un peu brutale parfois, et celle de la conception et de l'innovation auprès des promoteurs aussi de manière un peu brutale, je pense, surtout pour le premier Réinventer Paris. Mais on parle beaucoup des architectes qui ont perdu beaucoup d'argent, mais aujourd'hui même les concours qui sont organisés pour un promoteur, pour les grands promoteurs, c'est 600 000, 700 000, 800 000 euros. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui aurait pu être dépensé autrement. Et il y a beaucoup de dépenses, beaucoup d'énergie qui est perdue là, dans ces grands concours qui sont des luttes délirantes en fait, d'énergie sur des terrains ça je le regrette moi énormément. Je pense que c'est de l'argent qui pourrait être utilisé autrement. Donc les architectes ont perdu, les promoteurs aussi. Maintenant je suis très positif l'évolution, parce que je pense qu'il y a de nouveaux acteurs, des nouvelles manières de penser, de s'associer, majors, groupements plus petits, et de créer des nouvelles synergies. Ouais. C'est sûr que c'est une nouvelle stimulation à la créativité, c'est clair, mais ce que tu dis est vrai aussi. Moi, sur un site comme Saint-Denis Pleyel où on est, il y a 5 équipes en finale, c'est des projets de 200 000 m², il y a Snow Eta face à OMA, face à MVRDV, enfin c'est un truc de dingue. C'est des études qui coûtent entre 1 million et 1,5 million par équipe, donc c'est 10 millions d'euros, c'est 10 millions d'euros dont 7 ou 8 qui vont avoir été gaspillés pour la compétition sur un site, pour aller exposer ça au pavillon de l'Arsenal pendant 6 mois derrière. Ça fait cher l'expo quand même. Alors qu'on pourrait travailler sur le périurbain avec ces mêmes majors et développer des projets fantastiques. Donc ça, je pense qu'il faut faire évoluer ça.
On va peut-être donner la parole à la salle, parce que qui a sans doute des questions à poser ou faire part de leur expérience. Hein. C'est pas forcément une question, ça peut être aussi une intervention. Apparemment, voilà. C'est une horrible question financière. Vous avez chacun expliqué votre modèle économique, mais enfin derrière, il y a quand même des banques. Et moi, je veux savoir quel est le comportement des banques par rapport à des acteurs tels que vous. Ils ont l'habitude de soutenir des promoteurs, des acteurs classiques. Quel est le comportement des banques quand vous allez les voir, quand vous êtes allé les voir? On pense même pas aller les voir. On n'est pas allé les voir non plus. Non, on a la BPI, mais c'est pas une vraie banque qui nous aide pas mal, puisqu'aujourd'hui on a pas loin de 2 millions d'euros de financement de la BPI qui ont pu intervenir, mais on n'y pense même pas. Enfin, ça fait même pas partie du mode de pensée. Aller demander du crédit corporate à une banque pour faire de l'innovation, ils ne savent prêter que quand il n'y a rien à prêter, quoi. Donc ça sert à rien. Nous, on se souhaite des investisseurs privés, et souvent on vient avec des acteurs du marché qui sont structurés, donc on vient rechercher cet argent à travers ces acteurs déjà existants. L'expérience d'éditeur urbain m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé dans les années 70 à Hollywood, quand les grands metteurs en scène, que sont Spielberg, Scorsese et tout, ont complètement démodé les studios pour produire leurs propres films, comme Les Dents de la Mer, et le parallèle est vraiment saisissant entre cette histoire de la production hollywoodienne de cette époque-là et ce type d'expérience qui démarre. Et c'est vraiment très intéressant et très enthousiasmant. Et je suis pourtant un promoteur. Vous pourrez regarder d'ailleurs que le circuit de production immobilière et de production cinématographique est assez similaire, assez linéaire dans les phases de prise de risque, dans les phases de développement, dans les phases de pré-commercialisation, dans la relation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre qui est celle du producteur avec le réalisateur. C'est assez similaire. Et toujours coproducteur, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout se mélange. Ou qui, en général, se sont associés en studio major, parce que ce sont. Voilà, ouais. Moi, je crois à au travail en collaboration, vraiment entre. Enfin, nous, on n'a pas du tout vocation à devenir une major. C'est toujours travailler avec une collectivité sur une situation en partenariat avec d'autres personnes qui savent faire de la commercialisation, qui savent faire, dont c'est le métier, je dirais. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir l'opinion de Bouygues sur ce qu'on peut retirer de ces expériences et comment vous les mettez à profit, puisque vous travaillez avec moi. L'expérience des éditeurs urbains passionnante. J'ai longtemps travaillé sur un territoire qui est le 93 et le 94 en logement, et notre ambition, c'est d'essayer par notre ancrage local dans le territoire, d'essayer de connaître les clients avant de les rencontrer. Alors l'expérience était très différente, beaucoup plus artisanale et grossière que ce qu'a décrit Abix, mais l'idée c'était d'avoir une parfaite connaissance des prospects pour déjà pouvoir leur proposer des produits qui répondent à leurs attentes. Connaître le client avant de le rencontrer. Alors on a fait beaucoup de logements de 65 mètres carrés avec des front garden, avec des terrasses sommitales, avec des cabanes au milieu des arbres, etc. Et c'est des produits qui ont très très bien fonctionné commercialement, mais aussi financièrement pour Bouygues Immobilier. Donc c'est des expériences qui sont très intéressantes. Faire remonter l'usager final dans la chaîne de production et même dans la chaîne de conception des logements. La réponse de Bouygues Immobilier à ça, c'est travailler avec Abix, mais c'est aussi d'avoir un ancrage très fort dans le territoire, avec un maillage du territoire national
et des différents marchés résidentiels très forts, avec beaucoup de gens sur le terrain qui finalement connaissent le client, connaissent le marché, connaissent le besoin, connaissent la demande et arrivent essayent en tout cas de positionner des produits qui ne sont pas standardisés. Parce que je pense que la réponse du produit standardisé des promoteurs, c'est une réponse à un risque, celui d'avoir des difficultés commerciales. Et il est évident que faire des 3 pièces de 58 mètres carrés et 2 pièces de 37 mètres carrés qui répondent à le thème de la financiarisation et de la défiscalisation dont a parlé Abix, c'est se mettre à l'abri d'un certain risque, et c'est ce qui permet aussi du coup de surenchérir au niveau foncier, parce que c'est bien ce qu'a souligné M. Raffaelli, c'est que ces consultations sont très intéressantes, c'est enthousiasmant, il y a beaucoup d'émulation, mais ça revient à surenchérir le foncier, et quand on surenchérit le foncier, on appauvrit toujours le projet. Et ces expériences, et les expériences de produits et de projets qui sont intéressants, tels que les ambitionne éditeurs urbains, c'est souvent quand on a une maîtrise du foncier qu'on peut développer des projets plus ambitieux en termes d'usage et de produits. Et c'est ce qu'on pouvait faire dans des territoires où il y avait un petit peu de règles et un peu de maîtrise au niveau du foncier. Pour conclure, est-ce que vous voyez d'autres brèches qui aujourd'hui sont inexploitées et auxquelles vous vous intéressez déjà? Nous, il y en a une qu'on identifie et qui est la clé d'entrée de notre expérience utilisateur, qui est celle de la mobilité urbaine. Je pense qu'elle est effectivement sous-exploitée parce qu'on ne met pas en relation, même si Blablacar en est une expression, mais ça reste assez peu dynamique, quoi. C'est je vais de là à là, tu veux monter dans la bagnole, oui ou non? Je pense qu'on serait capable, sur les territoires, dans des espaces comme ceux de plateau urbain, de voir quels sont les besoins de mobilité de chacun, être capable de les modéliser dans des modèles de calcul qui nous permettraient de les optimiser et de pouvoir proposer des solutions de mobilité. Parce qu'une des vraies questions aujourd'hui qu'on voit chez nous, enfin, vous voyez la problématique de l'encombrement et de l'émission de gaz à effet de serre, elle est assez petite par rapport à ce qu'on peut connaître à São Paulo ou à Shanghai, et c'est un des vrais enjeux de demain, parce que quand il y a des demi-antarctiques qui se cassent la gueule et qui fondent dans l'eau, on n'est pas encore à la connaissance des conséquences de tout ça. Donc c'est effectivement, je pense, un des pans, enfin moi, qui me semble extrêmement important à étudier. Bonjour. Dans ces montages d'opérations, je parle surtout pour Abix, je voulais savoir qui choisissait l'architecte. Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est vous? Ou si vous poussez la chose jusqu'au bout, est-ce que c'est les utilisateurs qui peuvent choisir l'architecte? Non, surtout pas les utilisateurs, parce que ce serait l'échec du modèle, parce qu'il y en a qui vous trouveraient jolie en brune et d'autres qui vous préféreraient en blonde, donc on aurait du mal à les départager. C'est une collaboration toujours entre les opérateurs et nous. On a des règles de tenue et de capacité des architectes à intégrer, à être agiles à l'intégration de ce besoin. On a à nous des listes, on a des chartes. On essaie de les faire s'engager et on choisit ensemble, on ne peut pas l'imposer. On ne souhaite pas qu'on nous impose des gens qui ne soient pas capables d'intégrer ce besoin-là, mais pas les utilisateurs, parce que ça, c'est revenir au modèle coopératif. Et nous, on est là pour répondre à la problématique 60 000, 5 millions, et pas à la problématique 60 logements coopératifs produits par an en France. Simon Lenné. Il y a comme autre... Pour moi, il y a le cas des socles actifs que j'évoquais, donc c'est-à-dire retravailler sur la commercialisation des pieds d'immeubles commerciaux pour pas forcément faire que du commerce, pour arriver à définir d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire, mais là, du coup, ce serait arriver à concevoir et peut-être les gérer dans 3-4 ans. Après, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, ça c'est plus personnellement, c'est arriver à créer une maison de retraite dans laquelle on a envie d'aller voir sa grand-mère. Du coup, avec une espèce de mix entre... parce que quand j'étais analyste immobilier, je travaillais beaucoup pour l'immobilier de santé, donc ça rapporte
pas mal d'argent, c'est assez stable en plus. Il y a un taux de rotation pas mal, mais il y a un taux d'occupation assez élevé, donc on a à peu près 97% d'occupation de lits. Donc je pense qu'il y a possibilité de pouvoir faire financer les activités culturelles, du coup redonner un peu, et ça va aussi sur comment on travaille sur le rural, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons de retraite dans ces zones-là, et comment on arrive à financer je sais pas, moi, des résidences d'artistes qui sont financées par l'or gris, et arriver à rendre ça un peu plus intelligent, un peu moins glauque, et qu'on a envie d'aller passer du temps là-bas. Donc retravailler sur l'intergénérationnel et un peu concevoir la maison de retraite dans laquelle j'aimerais bien voir mourir mes parents. Je pense que ça, c'est un peu, vu la génération baby-boom qui arrive à la retraite, je pense que c'est un bon sujet, et c'est un sujet de société, je pense, qui est assez intéressant. Donc là, c'est pas vraiment disruptif, c'est peut-être à concevoir, à penser, avec société civile, architectes et financeurs. Oui, nous aujourd'hui on est porteur de projet, donc on est en amont et on essaie d'opérer un changement en étant je dirais un collaborateur, un partenaire des collectivités. Mais moi, ce qui me passionnerait dans le futur, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est de travailler avec l'industrie lourde, avec la Farge, avec ces sociétés, parce que l'architecture, elle ne peut être innovante si on n'a pas des matériaux, parce que, encore une fois, la construction, ça reste de la matière, de l'espace, de la lumière, des usages, mais ça passe par des grues, et ça passe par des matériaux, et une recherche approfondie avec des industriels, de manière innovante. Je pense que ça peut aussi changer la donne, et je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'était le sujet de notre précédente table ronde. Et non, mais comme quoi, on essaie de balayer toutes ces problématiques qui sont liées au monde de la construction, de la production, de l'aménagement. Je vous remercie tous les trois d'être intervenus et je vous remercie de votre attention.